Boston, Cleveland, Houston, Golden State, première nuit de folie en NBA. On est ravis de vous retrouver. C'est le NBA First Talk, le premier de cette nouvelle saison. Allez, bonne émission. Voilà, boum. Salut tout le monde, des petits yeux pour tout le monde. Après cette première nuit NBA que tout le monde a voulu suivre, il y a eu des beaux gestes, il y a eu des dégâts. En tout cas, on est là pour en parler et on a hâte de reprendre cette saison avec vous. Erwan Abotrette, Thomas Dufont, ça va? Ouais, ça va. Petite nuit, mais encore une belle régalade. Petite voix, mais vous avez kiffé malgré tout ce qui s'est passé? Ouais, on va en parler. Elle est vraiment de retour parce qu'on a vécu, on va le voir dans cette émission, toutes les émotions qu'on peut connaître avec la NBA et ça a commencé très fort. Avant de parler de ces premiers matchs, une info pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux de la First Team, même toute la nuit, on parlait de ces matchs. Il y a la création du site web de First Team. Exactement, vous pouvez retrouver maintenant firstteam.fr. Alors il y a un petit tiré entre first et team.fr facile. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos, évidemment, tous les concepts, le big ticket, les paris PMU, les trucs de foot et tout. Et surtout, il y aura des petits articles, des petits débats tous les jours. On va même y participer, on va envoyer des petites vidéos, on pourra discuter avec vous tous les jours des débats hyper brûlants qui se passent en NBA au quotidien, tranquille. C'est bon ça. Allez, on prend les matchs de façon chronologique. Excuse-moi, les lives. Tu veux les lives. Facebook, ça commence demain. Ça commence demain parce que là, c'est les matinales du midi. Les matinales, le break first commence demain. Aujourd'hui, on va parler des matchs, donc pas de break first, mais dès demain, dès jeudi, on est de retour à midi. En live. Évidemment. En live sur Facebook, les matinales du midi. En fait, vous l'aurez compris, mais pour les gens qui suivent la NBA, le midi, c'est le matin. Ouais, forcément. Allez, on repart chronologiquement ce qui s'est passé cette nuit. C'est le focus match par match. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Boston en déplacement du côté de Cleveland et ça n'a pas mis longtemps avant qu'il se passe une des choses les plus folles de ce début de saison, voire de la saison, un événement ultra marquant, non pas la défaite de Boston contre Cleveland 102-99, mais bien la blessure de Gordon Hayward. C'est ce que tout le monde a retenu, c'est ce qui a agité Twitter, c'est dans les top tweets dans le monde entier ce matin au réveil, vous l'avez vu, Gordon Hayward gravement blessé, on parle du tibia péroné, d'une fracture de la cheville gauche. Bref, ça a été le coup de massue de la nuit. C'est ce qui existe de pire, honnêtement, on va pas se mentir, en basket, et bon, NBA et en basket même, et en sport de manière générale, il y avait beaucoup d'attentes autour de ce match-là, autour de ces Celtics New Look. Et il y a rien de pire finalement qu'un joueur comme ça qui se pète et on sait que il en va en avoir pour pas mal de mois, voire la saison. Donc c'est la pire manière de commencer cette saison. On rappelle juste les 5 minutes 45 de jeu. Gordon Hayward avec son nouveau maillot, avec Kyrie, le nouveau système, ça se faisait des passes, il y avait 4 points d'écart. Il monte au alley-oop cool. sur l'action. Il monte au alley-oop, il y a un système sorti de temps mort. Il y a un backdoor, il va un peu au casse-pipe, on doit jamais lui envoyer, là, il y a une bonne défense. Derrière il retombe, bam, il y a Jaylen Brown qui marque. Et puis là, il y a la réaction du banc, tout le monde se cache, tout le banc des Cavs, les coachs et tout ça. Et en fait, au début tu te rends pas compte, et là, boum, plan cam inversé, de l'autre côté du terrain, et là tu vois ce pied d'un... Franchement, pendant une demi-heure, on n'a plus envie de regarder le basket. On a vite compris, puis on avait vu ça déjà avec Paul George dans un autre contexte. C'était différent, un match Team USA, mais là c'est en plein match officiel. C'est pas pareil. Là, il y a Paul George s'était sorti, bon, enfin, pas rentrer dans les détails, il y avait une fracture ouverte, mais la réaction qu'on a vu tout de suite, les Bostoniens autour d'Al Horford se mettre dans un huddle, se parler beaucoup, et pour une équipe jeune comme ça, on a vu qu'ils ont mis toute la première mi-temps à digérer si on peut appeler ça digérer, cette terrible blessure. Il y a des joueurs, même comme Kyrie Irving, qui ont déclaré qu'ils avaient jamais vu ça, l'image était vraiment terrible. Donc en effet, on imagine la peur. T'as vu ça en match? Moi, je l'ai déjà vu. Un grand match Reims PBR à l'ancienne. Je devais être en KD France, un truc comme ça. Et un de mes potes qui était à Reims, c'était exactement le même truc, pied complètement bam. Et je lui dis franchement, impossible de jouer derrière, tout le monde est en pleurs, en plus t'as 17 ans donc c'est encore pire. Et donc quand je les vois avoir la force de caractère, on va en parler plus tard, revenir en deuxième mi-temps, je me dis waouh, il se passe un truc dans cette équipe. Il y a eu en tout cas sur les réseaux sociaux la folie derrière, des soutiens, des messages de partout. Dwight Howard, des joueurs de tous les clubs, Steph Curry avant son match qui donc revient plus fort, qui lui tweet. Les deux clubs également, Odell Beckham Jr. Il y a eu les deux clubs du côté des Celtics, mais aussi son ancien club d'Utah. Bref, la compétition
comparaison pour boucler sur Hayward entre Paul George, qui était une star montante aussi au moment de sa blessure et qui est revenu comme il faut, et lui, est-ce qu'on peut la faire? Est-ce que on lui souhaite. Les blessures ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, c'est un exemple à suivre. Je pense qu'il reviendra plus tôt que ce que Paul George avait mis de temps pour revenir, mais je crois que c'est des bons exemples. Aujourd'hui, quand même, on revient de... C'est peut-être, alors c'est affreux, mais c'est pas la pire des blessures. On revient plus vite d'une fracture comme ça. Alors tibia, péroné, cheville, on sait pas encore vraiment, mais en tout cas, on revient plus vite d'une fracture comme ça que des croisés ou d'un tendon d'Achille. Alors ce match était vraiment particulier à cause de cette blessure au bout de 5 minutes 45. Pour autant, il y a eu un match, il y a eu un vrai match jusqu'au bout. Il y a eu un choc entre prétendants au titre et ça s'est dénoué qu'en fin de match, on voit les meilleurs marqueurs, Jaylen Brown qui a impressionné, on voit LeBron James qui a fait son match du LeBron. C'est un certain, notre ami, qui a raté son 2 millième triple-double de sa carrière. C'est clair. Il est reparti sur ses bases, le roi, le patron. Alors ce match, vous l'avez trouvé comment malgré le choc de début de match? Super intéressant. Moi j'attendais, contrairement à beaucoup, j'attendais un petit peu ce Cleveland nouveau look avec ses nombreuses arrivées, ce choix de mettre Kevin Love en 5 et de faire sortir Tristan Thompson du banc. Dans les previews, j'avais dit que j'étais pas complètement séduit par cette idée. Hier, je l'ai été un petit peu plus. J'ai trouvé Kevin Love au service de l'équipe qui se sacrifie, un petit peu à l'image de ce que faisait Chris Bosh. Maintenant, dans la durée, 15 points, 11 rebonds. Voilà, 15 points, 11 rebonds. Le panier à 3 points qui clôt le match. Maintenant, est-ce que dans la durée, il va être capable de faire ça sur toute une saison? Point d'interrogation. En tout cas, hier soir, dans l'attitude et dans ce qu'il a dû amener à l'équipe, il l'a fait parfaitement. Et Tristan Thompson en sortie de banc aussi très bien. Il a la chance, entre guillemets, de jouer contre Boston, qui joue avec Al Horford dans le poste 5. Évidemment que dans ce système-là, il va pouvoir exploiter ses capacités et tout ça. Quand il y avait le gros Baines, c'était pas la même recette, mon gars, la même tambouille. L'autre, il était là en train de mettre des brins. On a assisté à un vrai bon match. Franchement, c'était cool. Alors, il y a eu l'écart post-blessure, mais en deuxième mi-temps, Boston a réussi à revenir et on a découvert, entre guillemets, je dis vraiment entre guillemets, des nouveaux joueurs, c'est-à-dire que Jaylen Brown, qui sortait d'une saison rookie correcte, on va dire, là, je l'ai vu incisif, croqueur par moment. Il finit à 25 points, c'est beaucoup, avec beaucoup de tirs, beaucoup de prises de décision, tôt dans les possessions, beaucoup de tirs ouverts sur la fin de match qu'il ne met pas, mais c'est un état d'esprit nouveau pour lui et c'est comme ça qu'on voit la progression d'un joueur. Et au niveau des nouvelles têtes aussi, Jason Tatum, qui a beaucoup joué, 36 minutes. Ouais. Alors, il a beaucoup joué et il va avoir des responsabilités encore plus, mais en première action, il se fait contrer direct. Il a eu 2 matchs, Jason Tatum. Il a eu une première mi-temps où on aurait dit qu'on foutait un enfant de 15 ans sur un terrain et il s'est fait martyriser, même au niveau de sa tête, on le voyait un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe? On aurait dit LeBron en 2011 contre Dallas. Et en deuxième mi-temps, on a pu apercevoir ses qualités, mais moi, voilà. Moi, quand je vois la blessure de Gordon Hayward et la réaction de cette équipe très jeune, je me dis, waouh! En fait, ces mecs-là, ils ont l'avenir vraiment devant eux parce que réagir comme ça après la très bonne première mi-temps aussi de Cleveland, on va y revenir avec cette équipe solide de vétérans et qui a joué plutôt un bon basket. Revenir comme ça dans un match à l'extérieur, c'est une équipe qui, alors, certes, ils perdent sur la fin parce que ça arrive après ce qu'ils vont il a perdu un peu sur la jeunesse, les dernières possessions et tout. Je l'entends, mais moi, ils m'ont impressionné en deuxième mi-temps sur leur faculté basket déjà et puis même mentale à revenir. Il reste dans les compétences, dans l'envie, etc. Et puis dans l'alchimie, dans les favoris, de toute façon, même si Hayward, ça met 4-5 mois ou plus, ou la saison, ils resteront une équipe cohérente. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que on l'a vu dès le début, des systèmes, ça tourne. C'est la première fois qu'on voit Kyrie Irving dans un vrai système de jeu. Toute sa carrière, il a jamais eu un aussi bon coach que peut-être David Blatt, mais bon, dans un registre un peu différent. Donc j'ai vu plein de systèmes de jeu, j'ai vu aussi une belle alchimie, tout le monde touche la balle, ça court beaucoup, il y a beaucoup d'écrans et tout ça. Donc ils vont gagner des matchs toute la saison. Malgré tout, la blessure de Gordon Hayward, pour moi, les limites. Et avant, ils avaient peut-être une chance d'aller chercher sur une finale de conférence les Cavs. Là, je les vois aucunement capables d'aller taper Cleveland. Mais là, on va voir l'avenir. Je sais que la NBA pourrait leur allouer une exception à 8 millions de dollars. Voilà, $1 million pour pourquoi pas attirer un mec signer un mec pour pallier la blessure de Gordon Hayward. Ça reste dans les tuyaux, ça reste à confirmer. Une possibilité. Faudra voir qui ils vont choper, mais sur le marché, je pense pas qu'il y ait un mec du niveau de Gordon Hayward. Dans les commentaires, parce que là, comme ça, dans les commentaires, il y a des mecs d'Hayward non, mais bon, un nom qui pourrait arriver. Une bonne idée, voilà. quelque chose. On sait qu'à Boston, Daniel en a. Voilà. Donc maintenant, ils jouent dès ce soir à domicile face à Milwaukee.
on va voir aussi la réaction de back-to-back d'entrée pour commencer et tu perds l'un de tes All-Stars de l'équipe. Je suis pas sûr que Danny Ainge et Brad Stevens avaient prévu ce genre de début de saison. Je suis sûr qu'ils n'ont pas prévu ça. C'est totalement imprévisible. Et du côté de Cleveland, vous aviez prévu le bon match, cette cohérence déjà, Derrick Rose, Dwayne Wade. On a vu plein de trucs. Déjà, on a été surpris de voir LeBron sur le terrain parce que pendant une semaine, on nous a dit il est incertain, il est blessé. Notre ami, il finit quand même à 29 points, 16 rebonds, 9 passes. Tu as dit tout à l'heure, 41 minutes jouées et surtout encore un match de mammouth, mon gars. Dans l'impact, LeBron, il est extraordinaire. Heureusement qu'il est blessé. Heureusement qu'il est blessé. Il a été fort partout. Il a mis des tirs, des lay-ups strong et on l'a vu donc jouer 4. Clairement, pour moi, il joue 4 avec Jay Crowder. Ils font la paire. Et j'ai aimé, tu l'as dit tout à l'heure, on a vu quelques formes de jeu. On a vu du passing game. On a vu plein de tirs ouverts pour cette équipe de Cleveland qui a déroulé. Après, moi, j'ai jamais été inquiet. Sauf face aux Warriors pour cette équipe de Cleveland, il déroule à chaque fois. Mais par contre, moi, ce qui m'a peut-être pour la première fois de sa carrière, LeBron a, parce qu'on sait que depuis qu'il est dans Bisbee avec les Warriors, Bisbee sportif évidemment, il veut jouer comme il veut que ça court et tout. Et là, je trouve qu'il a cette équipe-là, peut-être la meilleure équipe pour courir, avec Kevin Love en 5 qui fait beaucoup du cercle à cercle, avec Derrick Rose, Wade qui aime beaucoup ce jeu de relance-là. Je trouve que pour une fois, Cleveland et LeBron James ont une vraie équipe de relance et ça s'est vu notamment sur la première mi-temps avec cette volonté très vite l'outlet, sortir vite la balle dans l'aile et aller agresser. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, il y a un vrai équilibre derrière, il n'y a plus une vraie option numéro 2, mais finalement on voit que Crowder il met 11 points, Rose 14, Kevin Love il met 15 points, donc D-Wade est là aussi, D-Wade met 16 points. C'est une équipe points. équilibrée, on l'a toujours dit que l'année dernière, c'était entre LeBron James et Kyrie Irving et les autres prenaient les miettes. Là, il y a un vrai équilibre. Derrick Rose dans son rôle, il est très bien, il est saignant sur des moments très bien, il est moins saignant, c'est pas grave. 31 minutes quand même. Ouais, mais tu vois, il amène beaucoup d'impact, notamment en première mi-temps. Il y a un petit peu le relais de Dwayne Wade et moi surtout, celui que j'ai adoré dans l'attitude des deux côtés du terrain, c'est Jay Crowder. Il a parlé tout le match avec Al Horford. Il était dans son match. Pour lui, ça y est, il a digéré son transfert. Il est prêt. Il est en mission. Je vais aller en finale et jouer les Warriors. Franchement, je suis d'accord avec vous. Ils ont perdu peut-être le talent d'un joueur d'exception, mais ils ont complété avec une profondeur de banc. On le savait, il y a beaucoup de talent. D-Wade va leur faire du bien. Maintenant, moi, cette histoire de deuxième option pas claire, j'ai hâte de voir. C'est toujours pareil. La saison régulière, les Cavs, ils déroulent. Même si l'année dernière, c'était un peu compliqué, on s'en rappelle. En playoff, ils déroulent à l'Est, mais dès que ça devient vraiment dur face aux Warriors, c'est là, finalement, qu'on va voir s'il y a des mecs qui vont, pas éclore, mais vont sortir leur tête de l'eau. Pour un premier match de la saison, à noter J.R. Smith en sortie de banc. Parfait. Donc là, je pense qu'au fil de la saison, très fort. 7 minutes, 0 points. Il y a des choses naturellement qui vont se mettre en place, mais je trouve ça très intéressant et cohérent. Et puis c'est coaché. Jeff Green aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une belle équipe. Tous les gars là, c'est au moins des vétérans, voire les anciens All-Stars. Et c'est ce qui rend la performance des Cavs hier qui nous ont plutôt séduit. Ça rend le comeback des Celtics encore plus beau. Ça montre vraiment qu'il y a un vrai talent. Petit bémol, 61 points encaissés en deuxième mi-temps par les Cavs. Même si on les a vus avec enfin des principes un petit peu défensifs sur pick and roll, Marcus Smart tout le temps orienté main gauche et tout, c'est bien. On n'avait pas vu ça en finale NBA parce qu'on sait que c'est là que ça se joue. Mais en tout cas, il y a des principes, il y a des choses, mais 61 points deuxième mi-temps, ça fait pas sérieux. Et on n'oublie pas qu'il leur manque Isaiah Thomas en plus, donc il va y avoir cet apport en cours de saison qui pourrait être fort bénéfique. Vos commentaires, on vous a posé la question après la diffusion de ces matchs, on discutait avec vous sur les réseaux sociaux de la First Team. Les commentaires sur la page Facebook de la First Team concernant cette rencontre. L'analyse de Corentin Tournebise, Tyrolienne Lou qui fait jouer LeBron 41 minutes, alors que le banc des Cavs s'est amélioré. Ça va aller bien ça. Il a pas eu trop de choix hier quand même. Hein. Les 6 qui lâchent pas l'affaire malgré la blessure, une cohésion d'équipe incroyable, ça vous a plu? C'est vrai que ça c'était vraiment super. Il y a un article aujourd'hui dans ESPN de ce matin qui dit justement malgré la blessure, qu'est-ce qu'on a été séduit par ces Celtics à qui l'avenir appartient clairement quoi. Cette réaction elle était vraiment malgré la défaite. En tout cas, ouais, vrai gros premier match qui devait débuter vers 2h du mat, c'était plus vers 3h après tout le spectacle comme d'habitude NBA. On poursuit nos focus sur le match d'après, Warriors, Houston. 122-121 la victoire des Rockets sur le parquet des Warriors. C'est une surprise. Vous l'aviez vu vous? Moi je l'avais pas vu perso, ici on l'avait pas vu venir. Un point à la toute fin malgré le shoot money time au buzzer, après buzzer en fait de Kevin Durant. Ça s'est joué à un dixième de seconde. Finalement KD n'a pas marqué, il avait pourtant fêté la victoire. Alors ce match c'était fou parce que ça n'a pas du tout été un mano à mano, c'était que les Warriors et finalement à la fin ils perdent. Ouais mais on sait que les Warriors quand ils veulent pas défendre, et ça a été un petit peu le cas hier face à une équipe comme Houston qui se joue que sur l'attaque, Houston ils ont le répondant. Ça leur a été déjà arrivé il y a quelques saisons de ça de se faire surprendre par James Harden l'année dernière ou l'année dernière où il y a 2 ans.
dernière, le premier match Houston truc, Houston est parti de gagner. Et donc on sait que là hier ils ont pas des masses défendues et en plus de ça, dans le quatrième quart-temps, alors qu'ils sont à plus 14, ils perdent Draymond Green, 9 points, 11 rebonds, 13 passes. Et on sait que Draymond Green dans cette équipe de All-Star, il fait des choses que les autres ne font pas. Et quand il est pas là, il y a personne finalement pour prendre ce relais-là. Et Houston en a profité. Ce qui est dingue dans ce match, c'était un match de petits. Hein. Juste vite fait, les temps de jeu des pivots. Clint Capella, 18 minutes. Néné n'a pas joué. En face, Pachulia, 10 minutes. Et Magui n'a pas joué. On a vu que des meneurs arrière, ailiers sur le terrain. Le plus grand, c'était peut-être Draymond Green. Pas par la taille, mais en tout cas par le poste. Ça a été marrant de voir ce mano à mano entre PJ Tucker a joué 4 voire 5 sur un moment donné. Mbamouta a quasiment joué. Ils ont joué que des ailiers sur le terrain et c'était marrant à voir jouer. Je te rejoins, c'est-à-dire que l'absence de Draymond Green dans les cartons change complètement le match. Mais c'est pas une bonne excuse. T'es les Warriors, t'es champion en titre, t'es à domicile, c'est le premier match, tout le monde te regarde. T'as 14 points d'avance et tu te fais battre par James Harden, aussi fort soit-il, alors que Chris Paul est blessé au genou. Ça fait beaucoup dans cette histoire. Et à domicile. Ils prennent 34 points, ils perdent 34-20 dans le dernier quart-temps. C'est beaucoup trop. Tu dois gagner ce match-là et pas te faire peur. Bon, écoute, on va parler dans un instant justement du match de Houston qui n'a pas non plus été ultra admirable. On en revient dans un instant. Il y en a un par contre qui a pris feu du côté des Warriors et c'est peut-être de bon augure pour cette saison. Ça va apporter une nouvelle arme, c'est Nick Young. Incroyable. 26 minutes, 23 points, une folie, il a tout mis d'entrée. Je pense qu'il s'est 8 sur 9 ça y est, sur 7 à 3 points. On sait que c'est un joueur fantasque. Au demeurant très doué aussi, qui est talentueux, qui est capable de prendre des crises. Et là, dans une équipe qui joue le titre, qui est champion en titre, lui se dit, mais pour lui, c'est le rêve. Et ça se voit, et ça s'est vu hier quand il est rentré. Ça se voyait un petit peu aussi en pré-saison, mais hier, quand il est rentré, on voit qu'il s'éclate dans cette équipe-là. Bon, là, il a marché sur l'eau hier soir. Ça sera pas tous les matchs comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même mieux, sans vouloir faire offense à Patrick McCaw, d'avoir, non. Parce que Mako il joue, mais j'espère qu'il va lui passer devant dans la rotation. C'est ça que je te dis. C'est le même poste après. Hein. La preuve, c'est que la fois ils finissent avec Mako, ils finissent avec le même poste, pas des mecs qui shootent. Ouais, mais non, regarde, parce que la preuve, regarde, Nick Young fait un match extraordinaire. C'est pas lui qui finit le match, il préfère finir avec Patrick Mako. Oui, d'accord. Tu vois. Mais moi, cette histoire de rotation, tu verras s'il va longtemps finir avec Patrick Mako quand même. Bah, en finale l'année dernière, il saignait du blast dès qu'il touchait la balle en finale. Non, en finale NBA, franchement, regarde, j'ai revu les highlights la dernière fois. Dans le dernier match, de regarder les matchs Patrick Mako a un bon rôle. Ils ont confiance en lui. Et c'est le seul parce qu'il y a Livingstone qui est meneur de jeu, mais qui est dans un rôle hyper particulier. Mako, il a ce côté, je suis meneur arrière, je peux scorer, mais je peux aussi un peu tenir la balle. Je crois qu'ils aiment beaucoup Patrick Mako, c'est pour ça qu'il fait le match. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi qu'il remplace Draymond Green numériquement pour finir le match et qu'il perde. C'était qui le cinquième? Attends, on l'a vu tout à l'heure. J'ai un trou de mémoire. Il finit avec qui? Énorme trou de mémoire. Je sais plus. Je sais plus. Bref, c'est pas grave, passons. En tout cas, allons sur le match du Big Three. Du Quatuor. Steph Curry, 22 points. 3 sur 9 à 3 points. C'est pas son plus grand match. Sur la fin, il met beaucoup de lay-up. J'adore quand Steph Curry oblige la défense à monter. Boum, lui, il drive. Il va chercher des end-one. Klay Thompson est dans son tir, mais regarde, 6 sur 14. En fait, et Kevin Durant, 20 points à 7 sur 15 et 7 passes, 5 rebonds. 8 pertes de balles pour Kevin Durant. C'est pas le plus grand match qu'on ait vu de cette équipe-là qui, au fil du temps, s'est complètement délité finalement avec le ciment qui n'était plus là. Ça veut dire quoi? Que c'est le premier match et que de toute façon. Alors, on se souvient que l'année dernière, les Warriors. On se souvient que l'année dernière, les Warriors avaient commencé avec une énorme pilule à domicile ramassée par les Spurs. Et alors qu'on les attendait terribles avec ce nouveau Warriors qui était Kevin Durant il y a un an pile poil. Voilà, pas d'inquiétude. Les fans de Warriors signent pour une défaite au début et une victoire à la fin. Pas d'inquiétude. Maintenant, ils savent toujours que cette équipe-là, qui a une marge énorme. Mais moi, je te dis, dès qu'il n'y a pas de Draymond Green, souvenez-vous des finales 2016, il est pas là. Il y a un retour improbable des Cavs. Là, hier, il se blesse, quatrième quart-temps. On peut pas complètement comparer. Les enjeux sont pas les mêmes. Mais en tout cas, il y a une énorme place de Draymond Green dans ce collectif-là. Hier, quand il est pas là, en peu de temps, ils explosent. Et on répète le problème de l'attitude chez cette équipe qui finalement est la meilleure. Et pour autant, c'est souvent qu'ils se font surprendre. Ils sont champions en titre. Après, je pense que voilà, il a joué un peu facile. Pas d'alarmisme. Il le faisait déjà. Pas d'alarmisme en face. Voilà. Après, on sait qu'en plus les Rockets sont coutumiers du fait. Ils adorent faire des matchs de traînard. Là, ils étaient très très à la traîne. Et ça envoie très fort avec le ballon dans les mains de James Harden. Donc voilà. James Harden justement 10 sur 23, 36 minutes, 27 points et qui a permis à son équipe de revenir alors que son équipe faisait un match moyen. Et on se dit pas, ils ont fait le match de l'année en allant gagner à Golden State. C'est ça qui est encourageant pour Houston. Ils marquent un coup. Ils ont marqué les esprits parce qu'ils sont pas champions en titre. On sait que c'est une équipe qui va être attendue avec ce fameux backcourt Chris Paul, James Harden. Mais
c'est quand même marquer les esprits. Et James Harden, c'est dire, ok, moi cette année, Chris Paul il est pas là, je vais plus être dans la course au MVP. Tiens, tonton, je frôle le triple-double, frôler, il manque 4 rebonds, et je vais gagner à Golden State. Je pense que Houston va être dans la danse sur la saison régulière, c'est ce que j'avais dit dans les previews, avec des soldats. Hier, on voit en sortie de banc, il y a des mecs qui mettent beaucoup de points, et c'est intéressant. Alors ils sont que 3, mais Mbah Moute 14, plus la bonne défense sur Kevin Durant. Tucker, il en met 20. Alors lui, il bénéficie parfaitement des fixations de James Harden. Et puis Eric Gordon, qui est incroyable avec 24. Par contre, seul petit bémol, il joue à 8 et on se souvient que le peu de rotation comme ça en playoff l'année dernière, ça leur avait coûté cher. Ce qui est dingue avec James Harden qu'on voit derrière la magnifique, c'est qu'il a cette capacité à tenir tout un match. Et en fait, quand je vois le match d'hier, on le savait, mais il a exactement le même profil que Chris Paul. Moi, je suis persuadé que ça peut marcher, mais je me dis qu'avec un James Harden aussi omniprésent, alors je répète, Chris Paul a mal au genou, et donc c'est pour ça qu'il est un peu en dessous, il finit qu'à 4 points, 11 passes décisives, et moins 13 de plus minus. Mais je me dis qu'ils ont tellement le même style de jeu, c'est-à-dire je dribble, je prends des pics, et je contrôle complètement le tempo de mon équipe, qui risque peut-être de se marcher dessus. Parce que Chris Paul, finalement, si tu le fais jouer deuxième arrière, longtemps, je mets des guillemets, mais longtemps avec James Harden qui joue tous les pick and roll, quelle est son utilité véritable? Hier, tu dis Chris Paul était diminué avec une petite blessure au genou, il a pas spécialement forcé. Chris Paul a quand même réussi à lâcher 8 rebonds. Mais d'accord, je passe sur la longueur, moi. Est-ce que tous les matchs vont se jouer comme ça en plus de 120 points? Bah oui. Bah avec les Rockets, vaut mieux. Tu te rappelles qu'ils sont à 15, 141. D'accord, ils vont pas mettre 120 points de moyenne sur la saison. Mais ils vont être à 115, mon gars. À voir, moi ce que j'ai envie de voir maintenant dans d'autres matchs. On peut pas juger maintenant. Chris Paul n'a pas voulu forcer intelligemment parce que c'est un joueur très intelligent. Maintenant, j'attends de le voir à 100% et j'attends de voir aussi est-ce que ces Rockets-là vont être capables les soirs où ça met pas dedans d'imposer un style défensif. On a vu qu'ils avaient des soldats avec Mbah Moute et PJ Tucker. J'espère que les soirs de disette extérieure, ils pourront. J'ai envie de voir ce que D'Antoni va apporter défensivement. Pour l'instant, hier, on a juste vu un match d'attaque et on sait que là-dessus ils sont forts. Ce que j'attends énormément d'eux, c'est pas qu'ils défendent sur tout un match. On sait qu'ils ne le feront pas. Mais c'est comme les Warriors, quand ils ont commencé à progresser, c'est que dans les moments clés, ils ont commencé à défendre. Et finalement, hier, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'encaissent que 20 points dans le dernier quart-temps. C'est bien la preuve qu'au bout d'un moment, les soldats dont tu as parlé ont fait la différence. James Harden même, j'ai l'impression, a un peu envie de défendre, ce qui est quand même une révolution. Si mais ils peuvent peut-être gagner encore en qualité. Donc voilà, c'est dans les moments clés, dans les moments chauds, est-ce qu'ils vont être capables de tenir leurs adversaires? Et c'est là-dessus qu'on va les attendre, surtout en playoff, mais en régulière d'abord. Une fois de plus, message, voilà. Message, on est là. Et le message défensif d'un Trevor Ariza qui joue 37 minutes, 8 points, 6 rebonds, 2 interceptions. C'est lui qui met le tempo, c'est lui le Draymond Green de l'équipe. Ouais, il y a un peu avec moins de responsabilités offensives. Mais en tout cas, oui, dans le sacrifice, c'est ça. On se souvient quand même que New York voulait récupérer Ariza si jamais Houston voulait récupérer Melo. Ils ont dit non. On tient beaucoup à Trevor Ariza et on comprend mieux pourquoi. Enfin, on le savait, mais on comprend mieux pourquoi quand on voit ce genre de match hier. Trevor Ariza, voilà, c'est aussi lui une forme de ciment chez les Rockets. Il fait tout ce que les autres ne veulent pas faire et c'est toujours un plus. Bon là, il y avait Luc Mbah Moute aussi grand match de Luc Mbah au relais. Donc voilà, non, Trevor Ariza exemplaire. Il en faudra pas que des mecs qui jouent des pick and roll et qui prennent 10 tirs à 3 points. Victoire donc en tout cas sur le parquet de Golden State qui fêtait son titre. La fête un petit peu gâchée. Vos commentaires vous sur la page Facebook de la First Team après avoir vu cette rencontre, vous aussi avoir fait nuit blanche. Des Rockets très moyens qui tapent de bons Warriors qui menaient en plus. Donc Tom Desjardins vraiment surpris par ce résultat. Et oui, Augustin qui nous dit Swaggy P, oui, qui a pris feu comme il lui arrive souvent et on va se régaler cette saison avec lui malgré le commentaire. Ouais, il y a eu un petit rageux qui il est pas d'accord. C'est quelqu'un qui divise sur Guipi. Là hier, qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Il était trop fort. Entre les pages people et voilà. Sur vous connaissez Iggy, si tu nous entends. La chanson. Iggy Azalea, elle est divisée elle aussi. Elle est divorcée surtout. Ah oui, c'est ça, elle est divorcée. En tout cas, de ces matchs, nous est venue une question pour le débat. Est-ce que LeBron James, c'est sa dernière chance de remporter une bague avec Cleveland? Parce que oui, ça pourrait être sa dernière saison du côté des Cavs. Direction de nouveaux horizons ou non, c'est le grand débat du jour. Le King, le LeBron James a sorti Cleveland de la misère, a ramené des titres au pays, est devenu... Un titre. A amené un titre, mais des titres de gloire, des titres personnels aussi du côté de LeBron James, mais un titre c'est déjà pas mal pour Cleveland. Ça faisait tellement de temps qu'il l'attendait. Alors à l'arrivée, depuis son retour, Cleveland, 161 victoires,
3 finales NBA. Certes, il en perd des finales et il est moqué pour ça. On voit le retour du roi avec un titre, 85 défaites. C'était plutôt l'inverse, hein, sans lui, complètement. Alors certes, ils ont été battus par la super team des Warriors, mais il a ramené la lumière du côté de Cleveland. Alors LeBron James, qu'est-ce que vous pensez ça va être sa dernière saison à Cleveland déjà? C'est ce qui se murmure un petit peu. Donc moi, j'ai pas envie d'y croire, pour être clair. Mais c'est ce qui se murmure. Il sera en fin de saison. Il aura le choix de pouvoir quitter Cleveland. Mais moi, je pense pas qu'il va partir. Il n'a pas grand intérêt à partir pour plusieurs raisons. C'est que d'abord qu'il est chez lui à Cleveland et qu'il est complètement épanoui. Souvenez-vous, il est chez lui, il fait un petit peu ce qu'il veut. À Miami, ça s'est mal fini. Pourquoi? Parce que Pat Riley lui a dit: bon, t'es peut-être un grand joueur, mais tu n'es qu'un joueur. Il y a un coach, il y a un GM, il y a un président, et toi, tu peux pas tout faire. Donc déjà, là-dessus, il y a qu'à Cleveland qui peut faire ça. Et puis, donc déjà, quelle franchise va vouloir l'accueillir et le laisser faire tout ce qu'il veut faire, comme il le fait à Cleveland? Moi, je pense que toutes les franchises peuvent l'accueillir et le laisser faire tout ce qu'il veut. Moi, j'ai l'impression quand même, à 33 ans, toutes les franchises, 33 ans, LeBron James à 33 ans, je pense que toutes les franchises se battraient, ou à part les Warriors, on va dire, se battraient pour l'avoir. Il a eu une des déclarations cette semaine assez incroyable. Il a dit: je ne dois rien à personne. Je sais que je viens d'ici, c'est ma terre. Tant que j'ai le maillot des Cavs, je me battrai avec fierté pour mon maillot. Bon, il a fait le blabla habituel. Ouais. Mais ce qu'il fallait retenir, c'est: je ne dois rien à personne. Moi, j'ai l'impression que LeBron, à partir du moment où il aura décidé, peut-être qu'il a déjà décidé, qu'il a fait son temps sur cette deuxième aventure à Cleveland, il va se barrer. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément d'équipes qui vont l'accueillir à bras ouverts comme ça, à dire: ah, t'es le Messi. Cette affaire de dire... oui, tu ne pourras pas. Alors déjà, Messi joue à Barcelone. Tu ne pourras pas faire ce que tu veux chez nous. Ça, c'est sur le long terme. On sait très bien comment c'est. LeBron arrive et il tente d'installer son truc. Moi, je vais te dire un truc. Je suis pas le plus grand fan de LeBron, mais mine de rien, il y a un truc qui est vrai, c'est que quand LeBron va dans une franchise, tu joues des finales directement. Quel président? À l'Est. Et c'est l'un de mes arguments. Non, mais Tom, c'est l'un de mes arguments, c'est que c'est le roi de l'Est. Et que finalement, jouer à l'Est, ça lui offre quand même quasiment la certitude chaque année d'aller en finale et de jouer face à une grosse équipe. Et mine de rien, même si, alors, oui, il en perd, il en gagne. Et mine de rien, mais t'es en finale et t'écris une forme d'histoire. S'il va à l'Ouest et qu'il va pas en finale, ce qui est fort probable, par exemple s'il va aux Lakers pour reconstruire le temps, il a plus 27 ans, LeBron James, hein. Donc moi je te dis, est-ce qu'il va se remettre en danger comme ça pour ne plus jouer des finales, ce à quoi il goûte depuis 7 ans d'affilée? Je suis pas sûr qu'il a envie de ce nouveau challenge-là à son âge. Il a plus 27 ans, mais il est pas encore plus fort. 33 ans. Il a plus 27 ans. Oui, 27 ans. Il a plus 27 ans. Il a 27 ans. Il a plus 27 ans, mais justement, est-ce qu'il est pas encore plus fort et qu'il implique les autres et tout? Enfin, il est une machine. Moi, je pense qu'il est plus fort. Il est dans façon depuis 5 ans. En gros, depuis sa deuxième saison à Miami, il est extraordinaire. C'est un joueur magnifique, légendaire. On ne cessera de dire. J'ai un autre truc. Au-delà de son niveau simple, il a encore 2-3 ans où il va taper des mecs, il va aller en finale. Il y a le banana boat. Au bout d'un moment, je crois que ce gars-là a envie de jouer avec ses potes et c'est pas à Cleveland. Cleveland, c'est naze. Ils veulent aller au soleil, ils veulent aller dans les gros marchés. Regarde-moi ça. Gros marché, regagner un titre avec ses potes, banana boat, triptyque magique, la Sainte Trinité, Sainte Marie, Joseph, il est pas dedans, mais c'est pas grave. Arrêtez de me parler de gros marché en 2017. Aujourd'hui, avec l'explosion de la NBA au niveau marketing dans le monde, on s'en fout des gros marchés. Mais non, aujourd'hui, que tu joues à Brignoles dans le Var ou que tu joues à New York, si t'es une superstar, on va venir te faire des pubs et te faire faire des contrats. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde Melo, beaucoup moins que voilà, à l'époque dans les années 90. Melo, Thunder, t'es le premier à dire que c'est pas... Non mais parce que lui il aime les grandes villes, ça n'a rien à voir. Lui il aime pas les grandes villes, grand marché. Il est fan de New York, il s'en régale. Quand il est parti à Miami, c'était pas pour rien. Moi je dis que ces mecs-là, ils veulent, le cadre de vie est très important. Il l'a toujours dit, Miami. Il est chez lui, le cadre de vie, il est chez lui. Mais il pleut tout le temps, mec. Moi je dis que le cadre de vie est important aujourd'hui. Non mais c'est vrai. Il pleut jamais à Cleveland, gros, la région des Grands Lacs. Vas-y un jour, tu vas voir, ça te faire drôle, mon gars. Il fait moins 20 en hiver, c'est pas pire que Détroit, mais parce qu'il y a autant de chômage à Détroit, tu me diras, c'est une catastrophe. T'es en train de me dire qu'il est dans un HLM où il n'y a pas de chauffage. Arrête de conneries ou quoi? Deux HLM collés, gros, arrête. Non mais non, franchement, sans déconner, je pense que l'attrait des grandes villes, au-delà des gros marchés, l'attrait de Los Angeles, de San Francisco, de New York, de Miami, c'est des trucs qui attirent les stars. Et LeBron est une star, la superstar de la NBA. Je suis persuadé que retrouver ses potes, donc on parle de Melo, on parle de Chris Paul, on parle de D. White qui l'a rejoint. Ces mecs-là aimeraient se retrouver, j'en suis persuadé, dans une grande franchise. Mais t'es de l'huile, les mecs.
quelqu'un, puis ça va rouler tout seul. C'est un fantasme ce que tu es en train de me dire. Sûr. Le Banana Boat, sinon il y a la Drew League, ils ont qu'à faire une équipe l'été. N'importe quoi. Mais tu peux pas prendre un point de vue sportif cette histoire. Moi, je pense vraiment. La preuve, c'est Miami 2010. Miami 2010, c'est des potes qui se mettent d'accord et pendant 2 ans, ils disent les gars, on va le faire, on va le faire. Chris Bosh devient leur pote une fois qu'il est à Miami. Non, mais ils ont jamais fait de campagne de Team USA ensemble. Ils se connaissent pas depuis. Ils sont pas la même génération. Moi, les mecs de 15 ans, même si c'est pas mes potes, je les connais depuis 15 ans. Tu parles de Miami et regarde l'image comme elle a été écornée, l'image de LeBron quand il est parti de Miami. Et il a gagné 2 titres avec Miami. Au final, aujourd'hui, le fait d'arme de LeBron, c'est quoi? C'est d'avoir gagné avec Cleveland. Mais il l'a fait. Non, mais point. Il l'a fait. Je peux te dire que s'il part s'il part et même s'il gagne, ce sera jamais la même saveur. Si LeBron James veut faire taire le plus grand nombre et tout, faut qu'il regagne avec Cleveland. Ça n'aura jamais la même saveur s'il va gagner ailleurs. Erwan, s'il arrive à faire gagner, par exemple, les Lakers, gros marché, là, ce serait à nouveau colossal avec ce qu'il à 33 ans, vous pensez qu'il est capable de prendre les Lakers, de les faire gagner avec la concurrence qui est en train de s'installer à l'Ouest, Houston, les Warriors, les Spurs qui sont toujours là. Avec ce qui peut se passer l'été prochain et le nombre de transferts possibles, on pourrait l'imaginer. Ce gars-là, sincèrement, dans sa tête, est hyper orgueilleux. Tu penses pas que ce gars-là, il se dit, moi, quoi qu'il arrive, j'ai envie d'aller à l'Ouest et vous prouver à tous que je peux taper des équipes de l'Ouest. Alors certes, la meilleure équipe de NBA, c'est les Warriors, c'est peut-être la meilleure équipe de tous les temps, mais moi, LeBron James, 4 fois MVP, 3 fois champion, je vais vous prouver à tous qu'en allant aux Lakers, par exemple, je peux taper tout le monde. Moi, je suis persuadé qu'il a l'orgueil pour le faire. Moi, j'en suis pas sûr qu'il ait envie de ça. Moi, je crois que continuer à régner sur l'Est comme il fait, parce que moi, je pense que dans les 2 ans qui viennent, je vois pas encore comment on va pouvoir voilà, qu'on va pouvoir le taper. Même dans les 2 ans, ça me paraît compliqué. Maintenant, s'il tape en finale les Warriors ou une autre équipe de l'Ouest, ça suffira. Il n'a pas besoin d'aller complètement dans la conférence Ouest et s'envoyer comme ça. C'est ça que je suis en train de dire. Il lui manquera pas quelque chose? Regarde, Jordan, par exemple, à l'époque, il a jamais joué Olajuwon en finale. Et les gens ont toujours dit, et Jordan premier a dit, mais Olajuwon, c'était peut-être lui l'arme fatale pour battre Jordan en finale. Mais au final, on s'en fout. Jordan, il était à l'Est, il surdominait l'Est, et il gagne ses 6 titres. Il a pas eu besoin de se dire, je vais dans la conférence Ouest, prouver que ci, que ça. On s'en fout, même si la conférence Est, à l'époque, était bien plus forte. Moi, je te dis, LeBron, ses titres, ils n'auront jamais autant de saveur que gagner avec Cleveland. C'est tout. Ouais, et puis, je suis d'accord, et puis s'il veut gagner, si tu vois, tu parles de gros marché patati patata, mais s'il veut gagner le plus d'oseille, c'est les Cavs qui ont les Burzwise sur lui, et s'il veut gagner le plus d'oseille, c'est avec Cleveland qu'il pourra prendre le max. Mais sauf que LeBron, je crois pas qu'il soit dans ce délire de se dire je veux prendre le plus d'oseille possible. Hein. Même si demain il se barre, il peut signer son contrat à plus de 35 millions. Ça reste des hommes d'affaires. C'est pas un problème. Mais son homme d'affaires, la preuve, c'est que chaque année, il prend les années, il fait 1+1 à chaque fois, il sort, il re-signe et tout ça. S'il voulait vraiment faire un truc d'oseille, l'été dernier, il aurait signé pour 5 ans en utilisant justement les Bahamas. Donc je crois c'est pas une question d'argent, c'est une question de fierté, de jouer pour un grand maillot. L'exemple éventuel des Lakers, tu me parles. Ils sont en train de reconstruire autour d'un meneur qui s'appelle Lonzo Ball. Kyrie Irving vient de se barrer parce que LeBron, il a eu plein le dos. Pour pas dire autre chose. Et donc, on va refiler un mec de 34, 35 ans, on va lui dire, vas-y, viens, autour du pilon de The Ball, il va... Attends, mais là, je comprends pas. Je comprends pas que Kyrie Irving, l'un des meilleurs meneurs de la ligue, se soit barré parce que l'autre lui a mis une tête comme ça, et qu'apparemment, avec LeBron, c'est plus compliqué que prévu. Tu prends les décisions, t'es Magic aux Lakers, LeBron te dit, mec, je viens pour 30 millions à saison, tu as l'argent, tu le fais pas. Je réfléchis. Non, tu le fais ou pas? Je réfléchis. Mais gros, tu le fais. Attends, je suis un GM, je suis pas un joueur. Tu le fais tous les jours. Je suis pas à Vegas. Peut-être faire tuer par les fans des Lakers. Parce que t'es un flambeur. Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Moi, je suis le premier justement à dire. Regarde, je suis le premier à dire justement, tu voulais faire des all-in sur Melo, le genre de conneries. Moi, je te dis justement, il faut réfléchir. Et je pense sincèrement que s'il y a bien un mec vraiment sur la terre entière, allez, on va mettre KD dans le lot. Mais les 2 mecs sur lesquels il faut faire all-in, ils peuvent te faire gagner tout de suite, c'est ces 2 mecs-là. Et LeBron, moi, vous savez très bien que je suis pas fan de LeBron. Je suis fan des Lakers. Mais si, tu fais le all-in, tu peux signer du superstar. Tu peux le faire. Qui vient, tout de suite du beau monde qui le rejoint. Oui, quand LeBron signe, il ne vient jamais tout seul. C'est pas bonjour, je suis LeBron, je suis tout seul. Il vient à tous ses potes qui vont arriver avec. C'est toujours pareil. Les mecs veulent jouer à la stars. En fait, LeBron, j'ai compris. Il faut qu'il loue 1 heure à la House Factory, qu'il fasse venir tous ses potes, et puis on filme, et puis vous allez être contents. Mais arrête. Mais non, mais moi, ce fantasme, il fait venir tous ses potes. C'est de la branlette. Je te le dis d'entrée. Ah, donc il y a jamais de super joueurs qui viennent au minimum. D-Wade ne vient pas à Cleveland pour jouer avec LeBron à 2 millions. Tu as vu la liste que vous me sortez? Attends, je te pose la question. D-Wade. Non, mais c'est des cas précis. C'est des cas précis. Là, vous êtes en train de me parler de Melo, de Paul George, de Chris Paul. Mais vous rêvez? Mais n'importe quoi. On va refaire le truc. S'il va aux Lakers, les Lakers ont la possibilité l'été prochain de signer 2 voire 3 superstars dans le meilleur des cas. Admettons que LeBron arrive et qu'il a un gros contrat max. Ils peuvent signer un autre. Ils peuvent signer un autre. Paul George, si tu veux, je m'en fiche. Et tu crois vraiment que Wade ne n'ira pas le jouer à Los Angeles pour le minimum?
Tous ces mecs-là peuvent venir pour le minimum, mon gars. C'est ça le vrai truc. C'est que tu peux monter des équipes avec des contrats minimes. Donc tu fais venir des vétérans et tous tes rookies en formation, tu leur fous des vétérans qui vont leur casser la tête. On oublie trop là. Gagner ou pas gagner, c'est toi qui le dis tout le temps. Mais on oublie trop. Non, mais ils gagnent pas comme ça, je te le dis. On oublie trop. Ils ont pas plus de chances de gagner que LeBron James est omnipotent et que LeBron James est un mec comme Kyrie Irving, alors que ça aurait pu être l'un des plus grands duos de l'histoire. L'autre, il a dit, je me barre, tu me casses trop les couilles. Mais ça, tous les regards. Non, mais ça, moi, je trouve pas que ce soit un bon argument. C'est pas un argument, c'est un fait. C'est-à-dire que jouer avec LeBron quand tu es jeune. Il a 19 ans. Il a 16. Si tu veux pas l'entendre, c'est pas grave. Mais jouer avec LeBron quand t'es une star en devenir, ça a l'air d'être relou. Et ça, faut le prendre en compte. Là, c'est un cas. Il a joué quand même avec beaucoup de coéquipiers. Bah oui. Même si Kyrie est parti. Même Wade et Bosch, les dernières finales avec Miami face 2014, je crois, l'abandonne parce qu'il est omnipotent. 4e finale. Si les Lakers, moi je répète, et je souhaite même pas que LeBron vienne, en vrai je m'en fous. Je dis juste que si LeBron va aux Lakers, les Lakers auront fait un énorme coup parce qu'il te garantit des résultats à très court terme. Dès la première année, tu as une chance de battre les Warriors. Les Lakers, sans superstar, n'ont aucune chance de battre les Warriors avant 2029. Dernière question, et si tu préfères avoir une chance de battre les Warriors en finale ou en finale de conf? Ça revient pas exactement à la même chose? Non. Parce que si tu bats ça revient pas à la même chose. en finale de conf, en général, tu défonces tout le monde à l'Est. Donc ça revient à la même chose. Ce qui compte, c'est de les battre. Non, pour moi, c'est d'être en finale NBA déjà. La marque n'est pas la même. On close débat, Erwan, Thomas, forcément, en vous posant la question. Départ, pas départ? Moi, je pense qu'il va rester et finir sa carrière à Cleveland. Moi, j'aimerais bien qu'il le fasse, mais je pense sincèrement que les rumeurs, elles ne sortent pas de nulle part. Vous êtes les premiers à le savoir dans le sport. Il y a des gens qui parlent, et si LeBron se pose la question, ça trouve même qu'il a déjà pris sa décision. Et s'il gagne cette année? Mais s'il gagne pas, moi je te dis que je suis à N-1. Je suis à N-1, on est en 2017. Je pense que LeBron se pose sincèrement la question de se barrer, voire il a déjà pris la décision de se barrer. S'il gagne cette année, c'est terrible de partir après un titre. Moi, je me dis aussi que pour le développement de sa marque, son après-carrière, il faudrait partir. Il va se faire tomber dessus en mode mercenaire déjà, que bref. Après, si vous voulez, mais moi je pense qu'il va rester. Il n'a pas besoin d'aller à Los Angeles pour développer sa marque. En tout cas, vous nous mettez ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux de la First Team, Twitter, Facebook, ce que vous voulez, on suit ça. Parce que LeBron James, c'est ce qui va agiter cette saison NBA. Avec vous, tout de suite, on finit cette émission avec les news parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. On the move with the jumper. Jamais de la vie. Avant même le début d'une future saison noire du côté de Chicago, c'est la guerre chez les Bulls. Ça y est, ça castagne à l'entraînement, on a appris ça. Ça castagne dur, hein. Et ça castagne pas juste une petite sortie de boîte ou une fête foraine, les gars. Ah oui, là, il casse les gueules. Et Mirotic qui se sont mis sur la gueule au point que Mirotic est out, double fracture au visage. Oh, mais on est dans quel monde là? C'est quoi le délire? En plus, ce qui est ouf, c'est que c'était hier. C'est pas drôle là. Le match commence à 2h du mat, donc le Cleveland-Boston. À 1h50, tous les insiders comme ça dire, il y a eu une baston à l'entraînement des Bulls, il y a un mec qui est à l'hosto, je fais mais attends, Mirotic, et il y en a un, je citerai pas son nom, Paul Arrière, il était comme ça, Mirotic à l'hosto, c'est le seul mec sur la terre, et tous les Français haineux de Mirotic parce qu'il joue avec l'Espagne, on s'en rappelle. Voilà, extraordinaire cette histoire, ça nous rappelle Joey Barton et Ousmane Dabo pour ceux qui suivent le foot. C'est comme ça mon gars. Comme ça, incroyable d'imaginer une bagarre qui finisse à l'hosto en NBA, ça arrive jamais. Des bagarres à l'entraînement dans le milieu pro, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. Après, le problème, c'est que quand il y a un bruit, que deux mecs se battent et qu'il y a un écart, et on imagine que Mirotic, qui est plutôt flué, qui fait plutôt gentil, par rapport à Portis, qui a l'air qui est un beau bébé et qui a l'air d'aimer la castagne, il y a dû avoir un écart. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de la bagarre, c'est que les Bulls, pour attaquer leur saison, vont être privés de Mirotic, car signé cet été, ce qui est quand même un peu con, et que l'ambiance des Bulls, déjà qu'on leur prédisait un avenir assez sombre cette saison, ça commence de la pire des manières. Bon courage Fred Hoiberg, mon ami. Ah ouais, c'est catastrophique. Les Bulls qui jouent dans la nuit de jeudi à vendredi à Toronto, ça va être un début de saison. Ah, sympa. Ouais. Sur Twitter, il y a un truc qui était trop drôle, c'est tous les fans des Kings, on sait qu'ils sont hyper nombreux. Ils disaient ce rythme-là, on va être bientôt la franchise la mieux gérée de NBA, mon gars. Oh, putain, ça arrive qu'aux Kings d'habitude sur 10 soirs. C'est bien vu, mais en tout cas. La NBA va apprécier ce petit coup de pub là sur, il va être suspendu sur la ligue. Donc ça va faire presque 2 joueurs. Donc en fait, ça fait 2 joueurs out, quoi. Il peut porter plainte, même l'autre. Tu finis à l'hosto, tu peux porter plainte. C'est tellement grave. Ah là, c'est grave. De ouf. J'ai hâte de voir les photos du visage catastrophiques. On attend Instagram là et de Boy Portis comme ça avec le truc en GAV. J'ai pas regardé s'il y a des parodies, des détournements, mais ça doit être pas mal. On parle contrat aussi dans les news. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs signatures. On n'a pas pu en parler dans les previews. Alors on revient là-dessus avec vous. La dernière en date, c'est 60
72 millions de dollars sur 3 ans aux Spurs pour la Marcus Aldridge, qu'on mettait pourtant, non pas sur le départ, mais on se disait que était-ce vraiment l'homme de la situation aux Spurs après ces dernières saisons où il a été critiqué? Alors, il s'est beaucoup plaint, là, Marcus Aldridge, après l'élimination des Spurs cet été. Il a fait une ou deux sorties pas très inspirées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Spurs, qui est une franchise plutôt réfléchie, plutôt intelligente, lui montre un vrai signe de confiance. Donc voilà. Donc là, il n'a plus d'excuses, notre ami. Il est dans une équipe qui joue le titre. On lui montre une vraie confiance avec autour d'un All-Star qui est Kawhi Leonard, une franchise donc bien organisée. On le répétera jamais assez. Maintenant, on lui montre la confiance. Donc ils viennent plus nous sortir d'excuses. Maintenant, on sait que c'est un joueur. On essaie de se rappeler de ce qu'il faisait à Portland. On sait que c'est un mec qui a un potentiel énorme. Donc maintenant, à lui de répondre aux attentes. On lui a montré une confiance. À lui de la rendre. Tom, c'est par défaut cette prolongation. De toute façon, ils n'auraient pas eu mieux assez rapidement. Ouais, peut-être par défaut. Après, connaissant les Spurs, tu l'as dit, c'est une franchise hyper intelligente, peut-être la plus intelligente du monde du sport, peut-être, tu vois, la mieux gérée. Avec le Champions Project de l'OM. Ouais, mais juste derrière. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est une marque de confiance, surtout quand on voit toutes les déclarations de l'été. Popovic a dit on va le remettre dans les bonnes dispositions, on va tout faire pour qu'il s'éclate et tout ça. Maintenant, il a tous les ingrédients pour faire une grande saison. Ça va pas jouer sur les stats parce que 17 points et 8 rebonds à 49%, c'est hyper honnête. C'est surtout dans l'impact sur les matchs, c'est faire gagner la franchise et faire des playoffs un peu meilleurs, voire largement meilleur que l'année dernière. Parce qu'à lui tout seul, j'ai lu un petit peu hier, ouais, mais contre les Spurs, on lui reproche de pas les avoir fait gagner seul face aux Warriors. On lui a pas reproché ça. On lui a reproché qu'à partir du moment où Kawhi Leonard a été blessé, c'est Ginobili qui a pris le leadership de l'équipe. Et ça, c'est pas normal. Ouais. C'était à lui de le faire. S'il avait perdu 4-0, mais avec un Aldridge qui avait pris les choses en main, qui avait au moins essayé de les prendre en main, on lui serait pas tombé dessus comme on lui est tombé dessus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on lui montre une confiance financière, quand même, c'est un effort financier, à lui de répondre sur le terrain. Et rappelons-nous que quand même, il a des mains et des qualités incroyables. Voilà. 72 millions de dollars sur 3 ans. Un autre qui a touché gros, Jojo Embiid, qui prend ça sur 5 ans, 148 millions de dollars, avec 35 pages de clauses. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est un grimoire, le bordel. Au final, tout le monde a dit qu'ils sont fous, il est tout le temps blessé, attention, et il a joué une cinquantaine de matchs NBA. 31, j'avais noté 51. 31 matchs NBA. Donc tout le monde s'est dit ils sont en train de se faire plumer. Sauf que dans les clauses, on se rend compte que s'ils se reblessent au même endroit, ils vont récupérer l'argent. Ils sont verrouillés le truc. Ouais, il vaut mieux. Alors ils doivent peut-être aussi avoir quelques certitudes par rapport avec les médecins pour leur dire on peut y aller. Et puis ils se sont protégés aussi de manière juridique pour si effectivement ils se blessent. C'est un coup à faire aujourd'hui. Joel Embiid au top, c'est le meilleur pivot de la NBA. Il parle de restriction de minutes. Il a dit que c'était de la merde. Il fait régulièrement fucking bullshit, comme il dit. Maintenant, ce mec-là, on lui fait en 35 minutes et s'il est à 100% physiquement, c'est même aujourd'hui le meilleur pivot de la ligue. Disons qu'ils sont assurés sur deux trucs, donc d'abord sur les matchs joués et tout ça, et surtout, je crois que c'est pas cette année, mais l'année prochaine, il va falloir, pour aller chercher cet énorme montant des 148 millions de dollars, une place dans les All-NBA, une place au All-Star Game. Vous savez, Anthony Davis, on parlait de son énorme contrat, il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il n'était pas dans les All-NBA. Donc voilà, il y a toute cette partie-là hyper intéressante sur les contrats, mais c'est surtout la marque de confiance, encore une fois. De toute façon, c'est toujours pareil. T'as un joueur qui est là, certes, il a joué que 31 matchs en 3 saisons ou en 4 saisons. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le max ou on prend le risque qu'il prenne la mouche et qu'il se barre? Il a un talent extraordinaire, il mérite ses 150 millions. Maintenant, Jojo, s'il te plaît, joue mon pote, parce que nous, on a envie de le voir sur le terrain. En attaque, il peut tout faire. En défense, il met des contres et c'est un intimidateur de très haut niveau. Il peut courir, il a pas les genoux en X dont on parle tout le temps avec Aaron. Hein, ça dit quoi? Chez les grands. Oui, chez les grands. Lui, il a un vrai moteur. Il régale, il insulte Whiteside, il danse. Non, franchement. Vrai joueur spécial, quoi. Bah, c'est la superstar. Le gars, il a joué 31 matchs. On dit que c'est une superstar, c'est un truc de malade. Donc, on a hâte de voir qu'il confirme. Et le début de saison des Sixers, ils vont jouer contre qui le premier match? Je sais plus du tout. Je crois que c'est sympa, non? Je crois que c'est un match sympa. On va aller voir son pote là. On parle contrat avec Andrew Wiggins. Pareil, 5 ans, 148 millions de dollars. Les mecs, ils se sont alignés, ils ont la même banque. Ils se sont dit, voilà. Et Minnesota, pareil, grosse preuve de confiance, alors qu'ils ont fait venir Butler. Donc c'est un moment charnière pour lui. Il avait peut-être besoin de recevoir cette marque de confiance. Vous trouvez que c'est le bon choix? Minnesota qui s'est renforcé, Wiggins, c'est 22 ans, c'est c'est le bon choix. C'est le bon choix parce que tu as donc un de tes talents avec Karl Anthony Towns, des jeunes talents avec coach Thibodeau, avec Jimmy Butler, avec bref toute l'équipe Jeff Teague et tout ça. Ouais, c'est le bon choix parce qu'il faut au bout d'un moment
on va pas dire récompenser les mecs parce que c'est pas exactement le mot, mais faut leur dire maintenant regarde, nous on arrive, on mise sur toi, il faut que tu nous le rendes. T'as du talent, on le sait. Maintenant faut que tu passes des caps, faut que tu aies de l'impact sur les matchs, il faut que tu nous prouves que tu peux devenir All-Star rapidement. Minnesota, on disait que c'est une équipe d'avenir. On disait qu'il y a beaucoup de hype autour de cette année, mais si c'est l'avenir, montrons-leur que c'est l'avenir et donc on leur file le pognon pour qu'ils restent avec nous sur l'avenir. Et voilà, donc c'est aussi. Tu leur as filé ton autant. Mais oui, il faut parce que sur le marché quand même, il y en a pas 40 des comme lui. C'est un vrai potentiel. Il est encore très jeune et je pense qu'il va encore progresser. Et je pense que même s'ils ont le même profil avec Butler, il va beaucoup apprendre de Jimmy Butler. Mais quand on veut construire comme le font les Wolves sur l'avenir autour de Karl-Anthony Towns et de Wiggins, si tu fais partie de mon avenir, je te file l'oseille pour te montrer que tu fais partie vraiment de l'avenir. Après on a du mal à s'habituer aux chiffres. On va pas se mentir. Moi, quand je vois 50 millions, je saigne du nez direct, mon gars. Enfin, genre, c'est tellement d'argent, c'est tellement. Tu vois, quand Westbrook ou Curry signent pour 200 millions, ça reste Westbrook le MVP, Curry le double MVP. Quand je vois les très jeunes joueurs qui sortent de leur contrat rookie et qui prennent sur 50 millions. C'est les nouveaux codes. Mais oui, c'est les nouveaux codes. Et nous, on a tellement l'habitude d'avoir 100 millions de dollars, mon gars. C'était wouh, tu vois, c'était jackpot. Arenas, il signe un peu moins de. Il a signé 108, un truc comme ça. Il refuse de l'argent. On dit bravo à Arenas. Mon gars, il prend 140 millions de dollars. Là, les mecs, ils en prennent 40 de plus. Là, on n'est plus dans les mêmes droits. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut marquer la confiance aussi des joueurs. Faut que les mecs dans leur tête se disent ok, on a confiance en moi, ça marche aussi comme ça, quoi. Bien sûr. À lui de trouver dès cette nuit déplacement à San Antonio pour allez, tiens, commence, allez. Mérite ton argent. Ouais, c'est clair. Sinon, tu connais le proverbe, hein. Non. Rends l'argent. On arrive au bout de ce premier first talk après cette nuit de folie, blessure, on va aller se coucher, hein. Victoire surprenante, des surprises. On va faire une petite sieste. T'as ton petit jeu là, tu veux qu'on aille jouer, c'est ça? Non, j'ai pas envie de jouer, j'ai surtout envie de donner le nom des gagnants parce qu'on a fait un super concours la semaine dernière pour gagner des NBA 2K18. Alors, on a envoyé des mails à chacun des gagnants, ça se passe sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors, dans l'ordre, il y a Aurélien, Jonathan, Corentin et un certain Mario Gomez de Marseille. Oui, parce que ça me fait marrer quand je vois des Marseillais. Tu fais gagner des Marseillais, toi. Mario Gomez, c'est le tirage au sort, mon pote. Donc, bravo à vous. Et à plus qu'à vous pouvez nous répondre, on vous envoie ça très rapidement par la poste, n'est-ce pas? Voilà, NBA 2K, ça continuera, les concours, Ouais, on en parlera à Noël, on va vous laisser un peu tranquille, mais en tout cas, on est content de vous offrir tout ça. Il y a déjà deux petits trucs, attends, parce qu'en fait, je viens d'y penser. Il y a le site internet, je sais pas si on en a parlé, mais allez-y. Et un autre truc, on est mercredi, là, on est en mi-journée, ce soir, House of Sports, sur le stream, avec Coach Jordan à la présentation. On va se régaler, on va parler d'Omnisport, et pour spoiler un peu, on va parler de NBA. Voilà. Lestream.fr et first-team.fr, c'est le nouveau site, vous récupérez tout ce qu'il y a comme contenu chez nous sur la chaîne First Team. On se retrouve, on est mercredi, c'est un peu bizarre, on se retrouve les lundis pour le NBA First Talk. Le retour jeudi. Jeudi prochain. Aïe aïe aïe, on espère avoir un bel invité. On espère en avoir un énorme invité. Un gros invité, dans tous les sens du terme. Pour démarrer. On a la place dans mon canapé. Ah ouais? Ah ouais, je crois. Un 10. Bon, on verra. On travaille, il n'y a rien de sûr. Demain, en tout cas, midi, la première matinale de l'année, on va bien se marier, on va encore passer une toute petite nuit. Ah ouais. Et vendredi, la classe foot. Allez, merci de nous avoir suivis. À très vite. Ciao.